Bon, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la relation design-développeur, donc à savoir la belle et la bête qui sont sur un bateau. Je voulais remercier Loïc, Johan, Célia, Marine et les deux Mathieu qui sont des développeurs chez nous et qui m'ont aidé à construire ce talk. Donc ce talk est vraiment basé sur des témoignages de développeurs et des ressentis aussi de designers. Donc il était une fois un développeur et un designer. Et pour vous, qui est la bête? Est-ce que c'est le développeur? Oui. Ou est-ce que c'est le designer? Je pense qu'on est majoritairement designer ici. Hop. Et donc, ils vont travailler ensemble sur un produit numérique. À savoir que leur relation, souvent, donc, l'un ne va pas sans l'autre pour des projets numériques, mais on sent souvent un mariage assez forcé. L'un souvent critique l'autre, etc., etc. Et on rentre souvent dans un cercle vicieux alors que la relation devrait être parfaite. Donc, imaginons que cette équipe de designers et développeurs sont sur un bateau et que ce bateau représente l'équipe. Et qu'à la fin, il doit rejoindre l'île qui est donc le projet réalisé. Et je vais vous raconter donc une petite histoire qui est donc tout le chemin parcouru. Chapitre 1, l'équipage n'arrive pas à lever l'ancre. Tout d'abord, le process typique entre le design et le développement, c'est d'abord 3 phases. Une première, souvent en UX, qui est l'idéation et la conception, puis les interfaces en UI. Et on envoie les maquettes, les prototypages, le cahier des charges, et le développeur commence à développer, à tester et à déployer. Le gros problème, c'est que le développeur, il est tout le temps dans l'ombre, il n'est jamais directement dans les phases premières du projet, et donc, ça ne marche pas. Tout simplement parce que le développeur a toute une expertise technique qui peut apporter des solutions dès les phases de démarrage du projet, que ce soit dans l'analyse avec le client et même dans la conception. À savoir aussi, sur mon petit schéma, si le bateau part et qu'il n'y a que le designer, le développeur doit nager jusqu'au bateau pour commencer à développer une fois que le projet est réalisé. Et c'est là déjà des grands points de difficulté qu'on peut trouver. Alors que si dès la phase première, le designer conçoit, fait une idéation et conçoit, et le développeur est juste à côté, il peut lui donner donc toute une expertise technique pour lui dire attention, ici on va avoir des problèmes clients, attention, on va peut-être pouvoir partir plus dans ce côté-là, etc., etc. Puis même pour la phase design, le développeur, c'est pas parce que c'est l'artisan de vos maquettes qu'il ne peut pas en fait donner des points de vue graphiques. Par exemple, un développeur sur Android aura toute une expertise technique et graphique sur Android, et inversement sur iOS, etc. Et même pour la version build, quand le développeur va développer la solution, c'est tout aussi intéressant pour le designer de suivre sa maquette. Parce que souvent, quand on a fin de construction, on est un peu frustré de voir que sa maquette a été retouchée. Problème d'espacement, d'alignement, ça c'est les premières. Et également, les UX tests, c'est très intéressant que le développeur soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'il a conscience des tests utilisateurs. Souvent, comme j'ai dit, le développeur c'est un artisan. Donc, il voit un peu vos maquettes, il a son avis, mais souvent il ne le donne pas. Et quand il voit aussi le besoin de l'utilisateur, il peut commencer à comprendre mieux pourquoi il va construire cette application, et donc donner encore plus d'expertise pour concevoir une application qui est plus solide. Et également, quand les tests des devs, le designer est tout aussi intéressant qu'il soit également présent avec le développeur pour que les deux avis puissent converger ensemble. Et donc pourquoi c'est mieux? Tout simplement parce qu'une équipe, designer-développeur, c'est un binôme, et ils doivent travailler de la phase d'idéation à la phase de test, et donc au déploiement de l'application. Donc si on revient un peu dans l'histoire, nous voilà partis ensemble en route vers l'île, donc on a fait quand même déjà un sacré bout de chemin, et on a une première phase de blocage, qui est donc une barrière de rocher. Et cette barrière de rocher, elle est basée sur 3 piliers du UX design qui s'appellent l'utile, l'utilisable et le désirable. L'utile, c'est que votre sujet fonctionne et que l'utilisateur comprend. L'utilisable, donc, c'est que l'utilisateur va l'utiliser et comprend comment il va l'utiliser. Et le désirable, c'est que l'utilisateur veut l'utiliser. Et ça, c'est hyper important. Mais on oublie souvent un point intéressant dans le UX design, et c'est le développeur qui peut apporter cette solution. Vous savez? Ouais. C'est la faisabilité. Et en fait, on oublie tout le temps un point, c'est que
le développeur peut garantir la faisabilité du projet. Parce que ça arrive très souvent qu'un client, avec le designer, construise la meilleure UX du monde, la meilleure interface du monde avec des animations qui sont de ouf, et on arrive devant le développeur, et le développeur dit en fait c'est 3 fois le temps ou 3 fois le budget, et donc on peut rien faire. Donc, toujours une phase hyper importante, c'est que la faisabilité soit prise dans un autre pilier, et que l'UX design soit en fait 4 piliers. Ça serait super cool. En 3e chapitre, on a, vu que c'est un bateau à voile, on a un problème, c'est que s'il n'y a pas de vent, on ne peut pas démarrer. Et ça, comment on avance? C'est un point hyper important, ça s'appelle la communication. Et la communication, les designers, on a tous notre langage spécifique. En plus, si on a une expertise UX, une expertise UI, mobile, etc., on a tous développé au fur et à mesure du temps un langage technique qui nous est propre, et les développeurs, c'est pareil. Le problème, c'est comment communiquer les uns et les autres. Et ça, je vais vous montrer 2 exemples. Le premier, il y a un petit problème. Le padding, par exemple, pour les développeurs, ça correspond par exemple au plan tournant pour les designers, pour ceux qui ont fait du print, on connaît tous. Mais allez expliquer aux développeurs ce que c'est le plan tournant. Voilà, bonne chance. Et le margin, qui correspond à l'espacement qui existe entre 2 éléments. Ça, c'est pareil. C'est des termes en fait qui sont basiques pour l'un et pour l'autre, et pourtant, on n'arrive toujours pas à communiquer ensemble. Quand on va voir un développeur, alors qu'on a fait une maquette, on lui dit « Attends, là, il y a un problème avec tes espacements, tout n'est pas aligné, etc. » Il ne comprend pas. Alors du coup, comment expliquer à ce développeur pour que tout fonctionne? Et tout simplement par soit adapter son langage, donc expliquer aux développeurs votre langage technique, faire des formations développeurs pour qu'ils comprennent. Sachez que les développeurs sont très curieux pour être de designers avec 100 développeurs. On fait tous les mois des formations design avec eux parce qu'ils ont envie de comprendre comment fonctionnent les logiciels, comment fonctionne l'UX, toutes les méthodologies nécessaires pour qu'eux puissent même les appliquer dans le développement. Et inversement, vous, développeurs, enfin, ceux qui sont en tout cas développeurs ici, vous devez expliquer aux designers comment vous fonctionnez, que ce soit du front avec du JavaScript, etc., ou même du back. On va expliquer du back aux designers. Et du coup, une meilleure communication dans l'équipe, ça résout quasiment tous les problèmes. Dès que vous avez un point de tension, sachez que c'est juste une erreur de langage, souvent entre le designer et le développeur, et qu'il suffit juste de trouver un langage commun pour pouvoir résoudre toutes ces problématiques. Donc, on a résolu 3 petits tips. Le premier, c'est donc que le développeur soit directement dès la phase de démarrage du projet, donc dans l'analyse. En deuxième point, j'ai perdu, trop de mémoire. C'était quoi? Ouais, il y a communication 103, et en 2, c'était faisabilité, merci, trop de mémoire. Donc, la première, c'était que le développeur doit bien être sur le bateau dès le démarrage du projet. Le deuxième point, c'est la faisabilité du projet. Sachez que vous avez toujours des problématiques de budget ou de temps. Les deux sont liés souvent. Et que le développeur peut facilement vous trouver des portes de sortie à des problématiques de temps ou de budget. Et donc, le troisième, qui est que... comment ? Que, voilà, la communication et qu'on ait tous un langage commun. Et donc en quatrième, quand l'île est en vue, on parle souvent d'un point qui sont les livrables. Et là, les livrables, j'ai laissé mes développeurs discuter, qui eux sont en conseil, donc ils sont en fait ils sont chez les clients. Donc ils travaillent avec d'autres designers dans la boîte, et donc qui ont 3 problèmes rencontrés. Le premier, c'est les livrables approximatifs ou incomplets. On a une fâcheuse habitude, les designers, c'est de faire la majorité des airboards, mais par exemple, on oublie souvent la phase de déconnexion, des profils, le login, des petits écrans qui pour nous semblent normales, ou en tout cas on comprend comment on va les fonctionner, mais c'est pas parce que pour nous c'est logique que pour eux ça l'est. Et souvent ils se prennent la tête avec des airboards manquants, à savoir que j'ai chaque semaine des développeurs qui viennent me voir en me disant « Romain, comment on peut faire ?» Et ça m'arrive tout le temps. Et donc, soyez le plus complet possible. N'oubliez pas que le développeur est un artisan et qu'il est là pour exécuter le plus rapidement possible, le plus efficacement possible vos maquettes. Et que si vous oubliez un élément, il risque d'être perdu.
et croyez-moi, il va vite le voir. Deuxième point, c'est la cohérence graphique. Et ce point, il paraît logique, mais pourtant, encore cette semaine, j'ai eu un problème avec un bouton. C'est-à-dire que les développeurs, souvent même dans le mobile, ils reçoivent des chartes graphiques déjà incomplètes, et des fois 2 boutons graphiquement différents pour la même fonction. Donc ils doivent passer double du temps pour développer un bouton qui a une fonction, et qui vont prendre une semaine après un retour en disant en fait c'est celui-là. Donc ils auront perdu du temps pour par exemple faire une autre animation, etc. etc. Et donc soyez le plus cohérent possible avec vos chartes graphiques. Quand vous faites un UI kit ou une charte pour une application ou un site web, et que vous voulez changer les boutons, essayez de changer au maximum l'ensemble. Ou en tout cas de prévenir vos développeurs. Et le dernier point, pour moi qui est le plus important, ce sont les animations. Et les animations, on a aussi un autre souci, c'est que pour nous c'est logique, un swipe de gauche à droite. Bon, on swipe, on sait que ça prend à peu près X secondes, au début on va accélérer puis décélérer, etc. etc. Et le développeur il ne sait pas ça. Et du coup, il passe énormément d'énergie à essayer de comprendre comment fonctionne une animation. Et il suffit juste de lui expliquer que, attention, au moment où tu vas cliquer sur cette image, tu vas avoir un temps de X secondes, que tu vas avoir une accélération, une décélération, etc., etc. Ça lui permet, en tout cas, de comprendre et de mieux développer le plus rapidement possible. Et il y a un point hyper important avec les animations, surtout pour le mobile. Quand vous avez l'habitude de travailler sur des applications, par exemple Apple, et que demain vous devez travailler sur l'Android, allez voir votre développeur Android. 3/4 du temps, il connaît bien mieux que vous toutes les animations pour Android. Et il pourra vous faciliter la tâche sur la réflexion de comment vous allez pouvoir jouer avec vos interfaces. Et ça, c'est hyper important parce que il a la connaissance technique, il a toute la stack d'Android, et que vous, vous avez essentiellement travaillé sur Apple, et donc vous pouvez avoir oublié des choses. Et une fois qu'on arrive avec ces 3 typologies de livrables, et une meilleure communication, etc., on peut enfin contourner cette barrière de rocher et arriver sur l'île. Pour la phase de développement, il est important, ici, d'inverser les rôles. Quand j'entends inverser les rôles, c'est-à-dire que le designer qui vient de produire les maquettes, qui a fait déjà de la réflexion UX, etc., va devenir testeur et spectateur, alors que le développeur va développer sa solution. Pourquoi? Tout simplement parce que le développeur va être en tunnel, et que vous, toutes les semaines par exemple, vous pouvez vérifier son travail, son avancée, et donc lui envoyer quelques tips. Parce que quand il a commencé à faire une petite erreur, par inadvertance, dès les premiers jours, et que vous pouvez l'aider dès le moment, ça évite de des fois recommencer plusieurs phases de développement, et donc perdre plusieurs jours. Et également, voilà. En conclusion, je reprends une des citations de Steve Jobs qui pour moi est hyper importante. Le design, c'est pas juste à quoi ça ressemble et à quoi ça vous fait penser, ou à ressentir plutôt, mais c'est plutôt comment ça marche. Et le design, c'est vraiment ça. Vous allez avoir le plus beau des produits du monde, s'il ne marche pas, il sert à rien. Il sera un objet de décoration sur une étagère perdue qui prendra la poussière. Et même chose pour vos applications. Sachez qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus exigeants avec les applications, il y en a des milliards. Donc, il faut être vraiment perfectionniste de savoir comment ça va marcher. Et c'est comme ça qu'on pourra créer des interfaces de plus en plus intéressantes. Et également, donc, c'est à nous, designers, de sensibiliser les développeurs à notre métier. Que ce soit sur la mise en page des interfaces ou même du print, que ce soit aussi sur la méthodologie de UX, etc. Et il est tout aussi important que nous puissions passer du temps auprès des développeurs pour découvrir leur métier. Et vous allez voir que les développeurs, qui peuvent des fois être un peu renfermés, un peu moins sociables, tout comme nous, on pourra en fait être curieux envers toute leur profession et inversement, et construire une vraie relation, donc un vrai binôme, pour pouvoir avancer le plus efficacement possible pour développer des solutions. Et quand le binôme fonctionne parfaitement dans la communication, le client le ressent tout de suite, et donc vous faites plus vite confiance. Et c'est hyper important que dans vos ateliers, quand il y a un développeur qui est là, sachez que vous avez une deuxième paire de confiance en fait, qui peut vous aider quand vous avez des trous, quand vous êtes bloqué face à un client qui est têtu. Parce qu'un client ne connaît peut-être pas toute la technique d'un développeur, donc le développeur peut facilement vous aider à appuyer des propos pour que si le client refuse. Et donc les échanges bilatéraux bénéficient forcément au projet. Et donc, on a toujours besoin d'être ensemble tout au long du projet, depuis la phase d'idéation
à la livraison du prototype final, parce que c'est rendre possible la communication par l'harmonisation du langage, toujours adapter son langage. Si pour vous c'est logique, ce n'est pas forcément pour les autres. Expliquer les contraintes et les réalités des métiers respectifs. Vous allez voir qu'en discutant avec vos développeurs, ça paraît bête, mais souvent il existe des contraintes chez eux qui sont vraiment très spécifiques. Et une fois que vous les avez compris, vous pouvez tout de suite les contourner et gagner énormément de temps de développement et même de design. Et donc on a besoin de connaître nos différents métiers et de comprendre nos différents langages. Merci.